Cerno, une anti-enquête. Épisode 137. Comment tu te sens ? Très bien, un peu stressé, mais bien. Alors, je te répète que vraiment, on aborde ce que tu veux comme sujet. S'il y a des choses qui te mettent mal à l'aise, tu me le dis. Donc voilà, mais j'ai plein de questions évidemment à te poser. Mais du coup, ton arrière-grand-mère est née en Algérie. Qu'est-ce que tu sais de son histoire ? Est-ce qu'on peut en parler ou pas ? J'ai beaucoup à dire. On peut pas vous dire ce qu'on sait pas. Non, j'ai pas dit ça, je voulais pas dire ça. Quand il y avait des choses à dire, je le disais. Tu comprends ce que je veux dire ? Même sur mon lit de mort, je pourrais même pas le dire. Je vais te dire quelque chose, Julien. Ça veut tout dire. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ferme ta gueule, salope, etc. Moi ? L'une d'elles est même forcée d'avaler de la soupe caustique pour avouer où se trouvent ses économies. Je me suis pas battue. Ils l'ont massacré. Il filait ses victimes jusque chez elle. On les appelait les roudoudous. Ce sont des tueurs crapuleux. Et puis il les tuait. C'est peut-être bien la mort. Quand tu quelqu'un pour aller faire la fête. Oh oui. Le diable, c'est pas celui-là qu'on te monte à la télé avec une grande queue. L'assassin cherchait certainement des bijoux et de l'argent. Je fais un podcast. Cerno. Ça va jamais s'arrêter, quoi. Il faut aller au bout. 3, 2, 1. Je n'ai jamais parlé avec ma grand-mère, mais c'est ma mère directement qui m'en a parlé. Quand j'avais une douzaine d'années à peu près, ça, qui m'a expliqué rapidement l'histoire. Après, je suis allé faire mes petites recherches de mon côté aussi, pour le coup. Puis après, bon, la vie reprend aussi un peu son cours, donc j'ai continué. J'y pensais sans trop y penser. Et à chaque fois que ma mère en parlait, je pensais plutôt à ma grand-mère, mon arrière-grand-mère plutôt, de son vivant, de ses bons moments, plutôt que de cette histoire sur laquelle, au final, plus grand monde, en tout cas dans ma famille, n'a envie d'aujourd'hui de penser, d'évoquer pour le coup. À la fin de sa vie, ma mère en a parlé comme ça, rapidement, une fois ou deux, et après on est passé à autre chose. Aujourd'hui encore, quand elle parle de sa grand-mère, on n'évoque plus du tout cette histoire. On parle beaucoup de son vivant. D'ailleurs, j'ai des photos, si tu veux, je pourrais te montrer, je dois avoir deux ou trois photos où Alice est dessus, et c'est vrai qu'on préfère parler d'elle, de son vivant, tout le monde l'appelait Mamé, et c'est quelque chose qui m'est resté aussi un peu en mémoire. Alors, quand tu m'as écrit, je te sentais très ému par cette histoire. En fait, j'ai l'impression que tu m'as écrit dans un moment d'émotion. Exactement, c'est vrai. D'ailleurs, je t'ai écrit que c'est un samedi soir, il devait être 1h du matin, quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que j'étais vraiment dans un moment d'émotion et ça a fait un peu remonter toute l'histoire de ma famille. J'ai pensé à ma mère, à ma grand-mère, également à ce moment-là. Et c'est un peu vraiment l'élément déclencheur, le déclic. Je me suis dit, ma mère, ça fait 1 an qu'elle me parle de pouvoir retrouver la tombe de sa grand-mère. Le moment où je suis arrivé sur sa tombe, ça m'a fait bizarre. Même si je l'ai jamais connue réellement, ça m'a fait quelque chose et c'est vrai que j'étais un peu ému aussi à ce moment-là. J'ai bien dû attendre 10-15 minutes à peu près avant de contacter ma mère pour lui dire que oui, j'étais devant, j'avais réussi à retrouver la trace de sa grand-mère. Pour moi, c'est le plus important. Redonner un lien familial à ma mère, à ma tante et à ma grand-mère surtout. J'avais peur que ça leur fasse remonter de mauvais souvenirs, c'est un peu le côté qui m'inquiétait, donc j'ai un peu hésité de leur en parler et quand je l'ai fait au final, j'ai rendu compte que c'était que positif et j'étais juste heureux pour elles de savoir qu'enfin elles avaient une trace de leur grand-mère et de leur mère pour ma grand-mère. Donc t'insistes beaucoup sur le fait que tu préfères, et que toute ta famille préfère qu'on parle de Alice, de son vivant. Mais c'est comme si, en même temps, c'est un sujet, même son vivant, j'imagine, qui est difficile à aborder. J'imagine que vous n'osez pas trop en parler, et là, t'as été un peu autorisé à le faire, quoi. C'est ça, exactement, et c'est vrai que, à part avec ma mère, où ça m'arrive quand même d'en parler de temps en temps, d'Alice, de son vivant toujours. Avec ma grand-mère, honnêtement, je ne le fais jamais, je l'ai jamais fait, et c'était un peu le moment déclencheur aussi pour pouvoir reparler d'elle, et le fait de jamais en parler, je pense que ça peut être pesant pour tout le monde, même si personne n'ose vraiment avoir cet élément déclencheur, je pense que ça a dû faire du bien à tout le monde, à mon avis. Et c'est pesant pour toi aussi ? Cela a été un moment. C'est une part de mon histoire familiale. Je trouve ça important de savoir d'où l'on vient et qui était sa famille, même si les gens ne sont plus là pour en parler directement. Alors tu me dis si on peut aborder, tu m'as dit que tu avais des photos. Qu'est-ce que du coup tu sais d'Alice ? Qu'est-ce que tu peux dire ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Alors tu me dis que tu veux parler d'elle, évidemment de son vivant et du côté positif. Je pense que c'était vraiment une bonne personne. À chaque fois qu'on en parle, on parle d'elle que dans le positif pour le coup. Donc je pense que c'était vraiment
Une petite dame très heureuse, très autonome aussi, malgré son âge. Hein. Vraiment, elle avait 84 ans au moment de son décès. Elle vivait toujours toute seule, elle avait besoin d'aide de personne. Et on sentait que c'était visiblement, après ce que m'a dit ma mère, en tout cas, que c'était quelque chose qu'elle attachait beaucoup d'importance, de rester vraiment autonome, pouvoir faire sa vie comme elle l'entendait. Elle avait toujours sa famille assez proche et son fils qu'elle allait la voir tous les jours. Je crois qu'il déjeunait, d'ailleurs, tous les jours avec elle. D'ailleurs, c'est pour ça que elle a perdu son mari très jeune, mais c'est aussi pour ça qu'elle est toujours restée après seule. Elle aimait, je crois, cette autonomie et cette indépendance qui d'ailleurs me caractérise aussi aujourd'hui. Tout à fait. Et donc, tu as l'air de dire qu'elle avait une vie... Alors, je sais pas si on peut dire qu'elle avait une vie solitaire. En tout cas, elle vivait seule. Elle vivait seule, mais était très sociable. Elle voyait son fils tous les jours. Et de ce que ma mère me disait, ils allaient assez souvent la voir sur Paris, passer des week-ends et les vacances avec elle. Donc, elle vivait seule, mais elle était très entourée aussi par sa famille. Si ce n'est au quotidien, presque au quotidien, en tout cas. Parce qu'en fait, on avait peut-être une fausse image, en fait, de certaines des victimes de Thierry Paulin qu'on décrivait comme des femmes seules et malheureuses. J'ai l'impression qu'elle était heureuse. C'est ce que j'allais dire. Pour le coup, elle n'était pas du tout malheureuse. Au contraire, elle était très heureuse. J'ai quelques photos, à chaque fois, on la voit avec un grand sourire, et entourée de sa famille, entourée de ses proches. Donc pour le coup, elle était très très heureuse, ça j'en suis convaincu. Et elle l'a été jusqu'au bout, c'est certain. Et son caractère, qu'est-ce qu'on t'a dit de son caractère ? Donc tu me disais un peu autoritaire. Pas forcément autoritaire, mais elle avait son caractère en tout cas. Elle savait être très joyeuse, très gentille, mais... Elle avait son caractère, ça c'est sûr. Elle avait ses idées, d'ailleurs, quand je vois ma grand-mère aujourd'hui, ça me surprend pas qu'on me dise ça, effectivement. Donc, très gentille, mais avec son caractère. Tu me disais que tu avais des photos. Ça t'embête si on jette un coup d'œil ? Je peux te les montrer si tu veux, effectivement. J'en ai 2, il me semble. Ah, t'en as 2 ? Sur ton téléphone ? Alors. Alice, c'était juste ici. Ah oui. Ça c'est ma grand-mère Colette. Ouais. Là c'est ma mère. Ça c'est l'une de ses sœurs et ça c'est mon grand-père. D'accord. Tu sais où c'est ? C'était dans l'appartement d'Alice à Paris justement. Ah ok. En quelle année je pourrais pas te dire. Ma mère semblait assez jeune, donc elle devait avoir une quinzaine d'années. On a vu au début des années 80, ça va être dans ces eaux-là à mon avis. Je peux zoomer ? C'est la première fois que je vois le visage d'Alice. On la voit mieux encore si tu veux. Elle a des cheveux un peu longs qui sont bruns. C'est ça, exactement. Est-ce que tu penses qu'elle a les cheveux teints ? Non, sans doute pas. Je ne sais pas. Elle a des grosses lunettes, un léger sourire. C'est dans un appartement avec du papier peint dans les tons marron-orange. Et en fait, on voit une famille qui sourit et heureuse et unie, quoi. Donc ça, je pense que ça symbolisait bien les moments qui pouvaient passer là-bas. D'ailleurs, tout le monde a le sourire et on sentait qu'ils étaient heureux à chaque fois de retourner sur Paris pour la voir, justement. Ok. Donc ça, c'est une première photo. Deuxième... Comment tu peux la décrire, toi, Alice, là, sur cette photo ? Avec tes mots à toi. Qu'est-ce que tu vois sur cette photo ? Bon, elle regarde pas l'image, mais globalement, on sent qu'elle est assez souriante et je pense que le moment, avec les visages des autres personnes, on sentait que c'était un moment où ils étaient heureux. D'ailleurs, elle tire la main de sa petite fille pour le coup, donc on sent que c'est le moment heureux, joyeux où tout le monde se retrouve en famille. Je pense que c'était un beau moment de vie comme ils ont dû en connaître beaucoup à mon avis. La dernière photo avec Alice c'est celle-ci, pour le coup ma mère n'y apparaît pas et Alice est ici. Ah oui. Ça c'était son premier fils et son deuxième fils est ici. Alors donc c'est une photo où il y a beaucoup plus de gens déjà. Ouais, ils sont 7 ou 8, 9 même, ouais. Donc c'est que les membres de la famille ? Exactement. Alors, je connaîtrais pas tout le monde, je sais juste que c'est ces 2 fils-là, ma grand-mère est là. Et mon arrière-grand-mère plutôt est là, Alice est là. Tout le monde est en moto, ça devait être l'hiver. C'est dans le hall d'un immeuble ? Ça devait être chez elle à Paris, j'imagine, parce que mon arrière-grand-mère plutôt bougeait peu de Paris, donc je pense que ça devait être chez elle à Paris également. Dans le couloir ou dans le hall, quelque chose comme ça, effectivement. Ouais. Alors, ton arrière-grand-mère est en... Ça, c'est sûr. Grand manteau bleu-violet. Ouais. Un petit sourire. Petit sourire. Ouais. Un bonnet pourpre. Bonnet pourpre, exactement. Et puis, on voit toute la famille est encore heureuse et souriante, donc ça symbolise aussi, encore une fois, bien les moments que les gens pouvaient passer avec Alice. Et le monsieur derrière ton arrière-grand-mère, c'est ton arrière-grand-père ? Non. Non, c'est son fils. C'est le fils d'Alice, exactement. Il est en costume, il a une cravate.
costume noir, cravate, et puis costume plutôt gris même d'ailleurs, et puis cravate noire, et puis une chemise blanche. Donc ça devait être un événement en fait, une fête. Un événement, une fête, en tout cas un moment joyeux de retrouvailles en famille, ça c'est sûr. Donc elle est un peu collée à son fils. Mmh. Elle se colle à lui en fait, un peu avec un air de fierté. Et elle a aussi un petit sac à main. Je trouve qu'elle a l'air vaillante. C'est ça, c'est ce que je voulais dire, exactement. Vaillante, en tout cas assez fière. Ça sent une forme de fierté. On sent que c'est un moment, à mon avis, qui devait être important pour elle, parce qu'on sent qu'elle reste quand même sérieuse, mine de rien. Donc, malgré le fait que tout le monde sourit autour, c'est la seule qui a le petit, léger sourire, mais... Mais on sent une satisfaction. On a l'impression qu'elle a de l'humour. C'est ce que je me dis. Ouais. Je sais pas. On n'a jamais vraiment parlé, mais certainement, peut-être. Et ça, c'est son autre fils. C'est son autre fils, pour le coup, j'en suis sûr, effectivement. Plus âgé. Donc ça, c'est le fils qui habitait juste à côté de chez elle et qui allait la voir tous les jours. Ça devait être André, d'ailleurs. Donc il habitait à côté de chez elle. C'est ça, pas très loin, quelques rues. Il allait déjeuner avec elle tous les midis. T'es déjà un peu allé dans la rue Marc Seguin? Pas du tout. C'est vrai que je vais assez peu dans le 18e et encore moins dans cette rue, je pense. Je savais qu'elle était là-bas et même comme j'ai vraiment eu envie d'aller la voir, d'aller voir sa tombe. Aller voir où elle habitait, en revanche, je sais pas, c'est moins envie peut-être. Voir là où elle est, ça remonte vraiment, ça rappelle ici toute la vie familiale, sur tous les bons côtés, parce que c'est ce à quoi j'essaie de penser aujourd'hui. Voir où elle habitait, je tomberais juste devant un immeuble qui me parlerait peut-être pas plus forcément que ça. Donc c'est aussi pour ça que j'ai jamais eu même la volonté d'aller là-bas, en tout cas. Alors c'est un très bel immeuble, magnifique immeuble années 30, dans un quartier qui aujourd'hui est très populaire. J'imagine qu'à l'époque, ça l'était encore plus. Mais qu'est-ce que tu sais un peu de son niveau de vie? Je pense pas qu'elle vivait dans la pauvreté. Enfin, c'est pas ce qu'on voit sur les images, quoi. Elle n'était pas millionnaire, mais en tout cas, elle devait vivre très convenablement. Je sais qu'elle allait faire son marché assez régulièrement. Donc, je pense qu'elle avait une vie simple, comme une vie un peu de madame tout le monde, si je puis dire. Comment tu sais qu'elle allait faire son marché? Ça, c'est ma mère qui me l'a dit, qu'elle allait sur le marché assez régulièrement, ou faire ses courses, en tout cas, assez régulièrement. Encore une fois, elle avait toujours la volonté de rester assez autonome et de faire les choses par elle-même, pour le coup. Autonome, hein, c'est vraiment... Ouais. En fait, ce qui ressort un peu, c'est autonome et sociable. Autonome, sociable, et en même temps assez indépendante, assez libre. C'est libre, voilà, je trouve que c'est un bon terme. C'est peut-être aussi pour ça, je pense qu'elle faisait sa vie, elle prêtait pas forcément des fois attention à tout ce qu'il y avait autour, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il s'est passé ce qui s'est passé, mais... Elle devait peut-être parler aux gens dans la rue, peut-être qu'elle avait le contact facile avec les gens dans la rue, au marché, tout ça. Ça, c'est possible. Peut-être, effectivement. C'est possible, je peux pas te le dire si c'est vraiment le cas ou pas, je sais pas, mais c'est possible en tout cas. Donc j'imagine que si tu m'as contacté, c'est que tu m'as dit continuez votre podcast. Donc j'ai l'impression que pour toi c'est important ce travail de mémoire. De mémoire, et moi je pensais surtout du côté victime pour le coup. Oui, certes mon arrière-grand-mère, mais aussi pour toutes les autres victimes, je ne les connais pas, mais je pense qu'aussi pour redonner entre guillemets un visage à ces personnes-là dont on parle assez peu. Je pense que c'est vraiment sur ce côté-là que j'aime beaucoup ton podcast. Les deux autres personnes, j'ai même pas envie d'en parler parce que j'attache pas d'importance à elles. Mais pour les victimes, je pense que c'est une très bonne chose, effectivement. Donc, après, je sais pas si j'ai encore la matière au bout de 4 ou 5 ans. Ça, j'imagine que tu as dû déjà en voir beaucoup. Donc, j'ai encore de la matière tous les jours, en fait, qui arrive. Est-ce que tu as dit à ta mère, du coup, qu'on allait se rencontrer? Pas du tout. Non, tu veux pas qu'elle le sache? Pas forcément. Je préfère pas. Je lui ai dit comment j'ai trouvé où était Alice, parce qu'on m'a posé la question, donc je suis resté dans les grandes lignes, je suis pas rentré dans les détails. Donc. Elle trouve ça, j'ai l'impression, un peu positif, finalement, que vous puissiez un peu peut-être parler d'elle. Ça a été positif dans le sens où elle a enfin retrouvé la trace de sa grand-mère, ça c'était très positif. Derrière, sur le reste, est-ce qu'elle aurait vraiment envie aujourd'hui de replonger dans tout ça? Je pense qu'elle préfère garder les souvenirs, les bons souvenirs qu'elle a d'Alice, savoir où elle est maintenant. Je sais qu'on ira la revoir quand elle viendra sur Paris. Derrière, je pense qu'elle n'a pas forcément envie non plus d'en savoir plus, peut-être. Ouais. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Alors, je me trompe peut-être totalement, mais c'est comme ça que je le ressens, en tout cas. Donc, ta mère, elle avait une quinzaine d'années quand Alice est morte. Elle avait 18 ans. Comment tu penses que je pourrais approfondir mon approche d'Alice sans déranger, en fait, les gens de ta famille? C'est une bonne question. Je sais que tu avais essayé de contacter sur Facebook une personne que j'avais entendue sur un de tes podcasts.
je connais pas la personne directement, mais je vois de qui elle vient. Je suis le premier vraiment à en parler, à essayer de vraiment creuser tout ça et d'avoir plus de détails sur tout ça. Je pense que c'est quelque chose que les gens préfèrent aussi éclipser un petit peu. Tu penses que c'est important d'en parler ? Je pense pour la mémoire, et comme je le disais tout à l'heure, vraiment redonner un visage à ces personnes dont au final, pas que ça reste juste une ligne sur un fait divers. C'est vraiment c'est sur ce côté-là, moi, que cette affaire m'intéresse, pas tant sur tout ce qui a pu se passer. Je le sais, sur les 2 personnes, pareil, je sais aussi ce qui s'est passé, j'ai pas envie d'en savoir plus. Vraiment pour redonner un visage à l'ensemble de ces victimes, je sais même plus combien il y en a eu d'ailleurs, mais c'est... Entre 30 et 40. J'étais resté sur une petite quinzaine, hein, donc c'est d'ailleurs comme la plupart des faits divers. Hein, même, on a toujours parlé du criminel, mais on n'a jamais parlé des victimes, ou très peu. Oui, et du coup, ce qui reste, c'est une image de victime, en fait, et pas du tout de personnes vivantes, et c'est ça qui fausse, en fait, la mémoire, quoi. Mais si tu tâtes un peu le terrain, que tu sens qu'il y a des gens qui voudraient parler pour la mémoire, parce qu'en fait, là, ce qu'on fait, là, va rester, tu vois, ça sera écouté peut-être dans longtemps. Et voilà, je me dis que moi, en tout cas, j'ai beaucoup de chance que tu m'aies contacté parce que... Je sais qu'en plus, tu cherchais à un moment donné sur les tout premiers podcasts où tu parlais d'Alice, je sais que tu cherchais des descendants, que tu avais beaucoup de mal à en trouver. Ouais. Et c'est vrai que c'était au moment où j'hésitais à te contacter il y a longtemps, je ne l'ai pas fait. Et là, j'ai réussi à faire cette démarche-là, pour le coup. Ok. Et voilà, si tu veux me présenter ta mère, par exemple, je trouve que ça serait... Enfin, moi, je serais très heureux de la rencontrer, mais je sais que tu marches sur des œufs, que tu te sens pas forcément autorisé à faire ça. Je vais attendre que le podcast sorte, je vais l'écouter déjà moi de mon côté, et après je verrai si je le fais écouter à ma mère ou pas, mais je sais que c'est un sujet un peu délicat, donc c'est pour ça que je vais pas parler de notre rencontre, hein, je l'ai évoqué avec personne pour le coup, donc je vais attendre que le podcast sorte, je vais l'écouter, et derrière je lui ferai écouter certainement pour voir aussi quel est son point de vue, quel est son ressenti sur tout ça. Je sais que ma mère dans tous les cas me le prendra pas mal, c'est plutôt vis-à-vis à la fois de ma grand-mère et surtout des autres membres de ma famille que je ne connais pas forcément. Est-ce qu'ils auront envie que tout ça, que ta vie de famille sorte un peu comme ça? Ouais. Je ne sais pas, et comme je connais pas les personnes, j'ai pas non plus envie de froisser qui que ce soit. Rencontrer, échanger avec les personnes, c'est ce qui me plaît moi au quotidien, et c'est aussi pour ça que j'ai envie de te rencontrer, pour avoir à la fois ton point de vue, savoir ce que toi aussi tu savais, pour vraiment avoir cet échange tous les deux. J'hésitais, c'est vraiment quelque chose, je ne regrette pas du tout après coup maintenant. J'ai l'impression que tu as été élevé dans un environnement très chaleureux, où, comme tu dis, l'humain était très important, les relations. Mais j'imagine aussi que quand il y a un tel drame qui arrive dans sa famille, même si toi, tu es né très longtemps après, j'imagine que ça doit donner quand même une approche de la vie un peu différente. Peut-être que ça doit donner une sensibilité, une espèce de précaution. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois une bonne personne, j'ai l'impression. C'est peut-être aussi, je le fais peut-être aussi de manière très inconsciente. Ouais. Je pense pas que c'est pas quelque chose qui se définit comme ça, qui arrive du jour au lendemain. Je pense que ça se fait petit à petit. Et derrière, c'est vrai que je fais naturellement assez vite confiance envers l'humain. J'ai vite confiance envers les personnes, donc sur des points positifs comme des négatifs, mais globalement, je pense que c'est quelque chose qui fait de manière assez inconsciente. Petit à petit, que j'ai été construit aussi et élevé, éduqué comme ça, je pense, d'une certaine manière, à mon avis. Mais on aurait pu t'éduquer dans la méfiance, parce que on peut aimer l'humain, mais peut-être qu'on doit aussi s'en méfier. Peut-être, mais c'est vrai que mes parents n'ont pas du tout été comme ça, aussi bien ma mère que mon père d'ailleurs. Quand j'étais jeune, on a pas mal voyagé, à chaque fois on était vraiment... L'humain, c'est ce qui caractérisait tous les voyages qu'on avait, et on sent que, on part du principe que les gens sont aussi gentils pour la plupart, pour même quasiment tout le monde, donc je pense que j'ai jamais été élevé dans ce climat de méfiance particulièrement, vraiment... On fait confiance envers les personnes, et je pense qu'on a beaucoup à apprendre de qui que ce soit d'ailleurs. C'est quoi la vie ? La vie ? Une question. Je pense des moments de partage, de joie aussi. Il faut voir le côté positif de la vie toujours. J'essaie de rester optimiste malgré tout ce qui peut se passer. Toujours des moments plus compliqués que d'autres, comme pour tout le monde, mais je pense qu'il faut voir le côté positif de la vie, et c'est important pour être heureux. Tu veux vraiment voir le positif, quoi ? J'essaye, je ne veux pas te dire que j'y arrive toujours, loin de là, mais... Dans les moments, en tout cas, même les plus compliqués, il faut essayer de toujours garder quelque chose de positif. Sinon, si on regarde que le négatif au quotidien, et Dieu sait qu'il y en a aujourd'hui, autant arrêter tout de suite, quoi. Je pense qu'il faut voir la vie du bon côté et voir le côté heureux et joyeux de la vie. On a de la chance d'être là et il faut en profiter.
Ok, merci beaucoup Théo. Je t'en prie. Ça va, je t'ai pas trop... Il n'y a aucun problème, hein, vraiment, c'était un plaisir de pouvoir te recevoir. Voilà, c'était stress au début, mais ça m'a vite détendu aussi, donc ça s'est très bien passé. Donc, hâte de pouvoir écouter le podcast maintenant quand il sortira. À bientôt alors Théo. On reste en contact avec plaisir. Ouais. Si je vais faire ma clé. Tu t'enfermes. Ah, t'as fermé en clé. Réflexe pour le coup. Ça va aller pour redescendre. Oui, je vais retrouver le chemin. Ouais. Avec plaisir, à très vite et merci beaucoup. À très vite. Ciao. Salut. Bon voilà, j'ai pu mettre un visage sur cette victime. J'ai pas pu aborder tous les sujets que je voulais avec Théo. C'est un terrain glissant. Une grand-mère qui sort de l'immeuble avec ses petits-enfants. Il filait ses victimes jusque chez elles. Il les torturait pour leur faire avouer où elles avaient caché leurs économies. Et puis il les tuait. Je suis rentré à mon bureau, après un petit détour par la bibliothèque des Postes et Télécommunications de Paris, dont je vais vous parler dans un instant. Mais juste avant, je voudrais vous dire à quel point je suis touché par le fait que Théo ait accepté de témoigner. On sentait que c'était pas facile pour lui, mais il y avait comme une nécessité. Et sur mon vélo, en rentrant, je repensais aussi à sa voix. C'est une voix qui m'a surpris. Il a une voix amicale, certes, mais c'est aussi ce qu'on pourrait appeler une grosse voix. Comme si cette voix cherchait à s'affirmer, à se faire entendre. Et justement, grâce à son témoignage, il contribue à redonner une voix à son arrière-grand-mère. Et je repensais aussi à une petite information qu'il m'a donnée dans son interview. Il me disait qu'André, l'un des 2 fils d'Alice, vivait près de chez elle à quelques rues. Je vous rappelle que c'est lui, André, qui a fait la triste découverte de sa mère assassinée alors qu'il allait déjeuner chez elle. Et je ne sais pas où j'ai lu ou entendu ça, mais il me semblait qu'il vivait dans le même immeuble que sa mère. C'est donc pour ça que je suis passé à la bibliothèque des Postes et Télécommunications, c'est à Paris dans le 20e, et on peut y consulter d'anciens annuaires téléphoniques. J'y suis allé souvent, notamment au tout début de ce travail, quand je connaissais pas les adresses précises de certaines victimes. Il me suffisait de rechercher leur nom, et j'obtenais mon information. Et donc j'ai consulté l'annuaire téléphonique parisien de 1983, pour y trouver des traces des protagonistes. Et au 15 de la rue Marc Séguin, il y avait bien cette année-là 2 Benaïm. Benaïm André, dont le téléphone était 249 1201, et Benaïm A, numéro 202 16 47, et je pense que c'était Alice. On apprend que cette femme n'était pas du tout seule, puisqu'elle était très entourée par sa famille, ses amis. Son fils vivait tout près d'elle, au-dessus ou au-dessous, je ne sais pas. Peut-être que d'autres membres de la famille qui voudront témoigner pourront nous le dire un jour. Mais tout cela me réjouit et m'attriste en même temps. Alice avait sans doute une bonne vie, et cette vie lui a été retirée par Paulin et Mathurin un jour de novembre. Il y a maintenant plus de 40 ans. Plusieurs dames seules et âgées ont trouvé la mort de façon violente depuis un mois. Comme je le disais à Théo, de nouvelles pistes me parviennent régulièrement, presque quotidiennement, comme si les victimes venaient frapper à ma porte, pour ne pas qu'on les oublie. C'est ainsi qu'à la dernière réunion d'anticommissaires, je vous rappelle que ce sont des gens qui contribuent au financement de ce podcast, sur la plateforme Patreon, j'ai fait la connaissance d'une nouvelle contributrice qui s'appelle Sabrina, et Sabrina vient de me laisser un message que je vous fais écouter. Salut Julien, ici Sabrina de Bruxelles. Je pense que c'était en septembre que je suis devenue anticommissaire après avoir écouté tout le podcast d'un trait comme beaucoup de gens. Et une fois inscrite, j'ai dû venir à Paris pour des raisons professionnelles. Une fois arrivée à Paris, il se trouve que ce travail m'a menée dans le quartier du 18e. Et donc, quand j'ai aperçu la rue Le Pic, j'étais là, ça y est, je suis dans le quartier de Cerno. Et je devais passer une journée dans un studio pour faire une détection de post-synchro, parce que je travaille dans le domaine du cinéma. Et il se trouve qu'après cette détection, on est allé boire un coup avec la monteuse du film sur lequel je travaillais, que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Mais comme on était dans le quartier du 18e, je lui dis... est-ce que tu connais le podcast Cerno
puisque on est dans ce quartier, ça m'y fait penser, etc. Donc j'essaye de décrire l'ampleur du travail et de la cernoïser. Et au moment où je prononce le mot Paulin-Mathurin, elle me dit « Oh, c'est pas vrai !» Il se trouve que dans la famille de mon mec, il y a eu... la famille est persuadée qu'un de ses membres a été assassiné par Paulin et Mathurin. Peu de temps après, Delphine, donc ça c'est le nom de la monteuse que j'avais rencontrée, elle m'envoie ce message que je vais te lire. « Bonjour Sabrina, j'ai collecté les infos auprès de la famille de mon ami. Ils ont bien eu une cousine, tuée d'une manière affreuse, attachée au barreau de son lit. Elle s'appelait Reine de la Mare. Cependant, elle n'a pas été reconnue victime de Thierry Paulin. Mais ils sont persuadés qu'elle a été victime du duo Paulin-Mathurin. Elle habitait rue Brochamp à Paris. » Donc voilà où on en est, je pense que ça te parlera, ou en tout cas qu'on pourra reparler de tout ça. Je te souhaite un bon travail, une bonne soirée, et vive Sarno, vive Sarno. Je n'ai jamais entendu ce nom, Reine de la Mare. Est-ce qu'elle fait partie des victimes non répertoriées de Paulin, les invisibles des invisibles? Décidément, les ramifications de cette affaire sont infinies. Combien de victimes? Combien de tueurs? Je vais tenter d'en savoir plus. Et je vais essayer de rencontrer la famille de Reine de la Mare. À suivre.